Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette page santé. On pourrait l'appeler le bœuf santé. Mais bon, on va arrêter comme ça avec les bœufs. Nous allons encore parler de santé aujourd'hui et nous recevons quelqu'un que vous avez l'habitude de voir sur JMTV+. Et il s'agit du professeur Prévost Jean Chou du CHU Sainte-Justine de Montréal au Canada, avec qui nous allons évoquer la problématique des publications des articles sur la pandémie du Covid. Nous allons également parler de la recherche sur le continent africain et de la fameuse chloroquine qui pose problème aujourd'hui. Bonjour, professeur. Bonjour Jackie, comment allez-vous? Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Alors, toujours dans le code, hein? Le code est bon, le masque est à côté, tout est bien là. C'est la Hein? collection, hein? On appelle ça medical art. D'accord. Si je pouvais, j'aurais mis un là pour en apprendre, pour prendre quelques-uns de masques. Mais bon, Je peux t'en envoyer par fax, Jackie. ça serait formidable, oui, par fax, si c'est faisable. Alors, professeur, comment ça va au Canada, surtout à Montréal où tu vis? Je sais que c'est la province, c'est la ville la plus touchée au Canada, Montréal, hein? En fait, oui, le Québec, en général, le Canada est une province où il y a beaucoup de cas par rapport à tout le reste des autres provinces. Et Montréal en particulier est la ville au sein de cette province du Québec où il y a énormément de cas, tout à fait. Donc, on a eu un gros défi avec ce qu'on appelle les CHSLD. C'est des équivalents un peu de résidence pour personnes âgées. Et comme tu le sais, on en avait parlé à plusieurs reprises, les personnes âgées sont plus susceptibles d'avoir des formes sévères. Et donc, quand il y a une éclosion dans ce type de résidence, les choses vont très vite et il y a des résidences où on avait 100% par exemple de personnes atteintes. Donc, c'était un gros défi à tel point qu'on a même à un moment donné fait appel à l'armée canadienne pour venir donner un coup de main tellement il y avait besoin de ressources pour essayer d'aider à juguler cette transmission et ces multiplicités de cas dans ces résidences qu'on appelle CHSLD. Alors, professeur Prévost Jean-Chou, on va parler d'un phénomène qui interpelle aujourd'hui au moment où les chercheurs du monde entier sont à pied d'œuvre, chacun essaie de comprendre le pourquoi du comment. Tu as vérifié, des articles sont publiés, près de 16 000 articles ont été publiés sur PubMed. PubMed, je vous explique pour ceux qui ne savent pas, c'est cette plateforme où les chercheurs et les médecins du monde entier sérieux publient leurs recherches, publient leurs pensées. Alors, sur PubMed, comme ailleurs, tu n'as trouvé aucun article d'un chercheur africain. C'est ça, Jackie. Donc, à la date d'aujourd'hui, il y a plus de 16 000 articles publiés dans PubMed. PubMed, comme tu le mentionnes, c'est une grosse base de données. Et dans cette base, on trouve la plupart des revues qui sont indexées, référencées dans cette base. Et il y a deux types d'articles. Il y a les articles qui peuvent être de l'ordre d'opinion, de projection. Et puis, il y a les articles qui sont de l'ordre d'études cliniques. Dans ces études cliniques, il y a globalement deux profils d'études, celles qui sont faites en se projetant vers l'avant, on appelle ça des études prospectives, et celles qui sont faites en regardant en arrière les dossiers des patients déjà hospitalisés ou suivis en ville. Et donc, on appelle cette deuxième catégorie les études rétrospectives. Donc, dans cette base-là, sur les 16 000, je peux retrouver d'études prospectives ou d'études rétrospectives identifiées. Il y a quelques articles qui sont un peu de l'ordre de réflexion sur ce que pourrait être le défi de la pandémie en Afrique, l'impact que ça aurait sur certaines comorbidités, sur des difficultés comme l'accès à l'eau potable. Ce type de réflexions-là qui sont un peu importants aussi, mais qui, par rapport à la problématique de caractérisation des cas, et pas forcément ce qui nous intéresse, parce que c'est important de pouvoir caractériser ces cas. Et comment se fait-il qu'aucun chercheur africain, j'aurais imaginé qu'il y ait au moins Jérôme Mouniangui qui est publié sur PubMed. Comment se fait-il qu'aucun Africain, 54 pays quand même, il y a des chercheurs dans chacun de ces pays, même si dans un pays, dans l'un de ces pays-là, on cherche les chauves-souris,
il y a quand même des chercheurs. Comment ça se fait qu'aucun ne publie aucun article? C'est sûr que dans cette pandémie, les choses vont vite, hein. On rappelle aux téléspectateurs que les premières descriptions étaient faites en Chine et avec des cohortes de patients de plus en plus nombreuses. On se souvient par exemple d'une cohorte de plus de 70 000 patients en Chine. Et on se souvient aussi, tout récemment, par exemple, il y a des études qui ont été rapportées sur des cohortes de patients aux États-Unis. Je vais en citer deux, par exemple. Une qui a été faite à New York, qui rapporte plus de 3000 patients. Donc ça, c'est quand même une grosse cohorte de patients hospitalisés. Et une autre toute récente, ça a été publié hier, qui rapporte aussi plus de 3000 patients, cette fois-ci en Louisiane. Et ces études-là, ça se fait dans un contexte où on a envie de caractériser la description de ces patients. Donc, le défi dans ces études, c'est de faire un recueil prospectif des données. Dans un système comme le nôtre dans plusieurs pays africains où l'accès aux dossiers informatisés est limité, il faut à ce moment-là qu'il y ait des registres de données collectées par des méthodes prospectives. Ça peut être sur des formulaires papier, parce que la difficulté de retourner au dossier écrit manuellement pour faire ce type de travail, c'est un défi énorme. Donc, on s'attendrait à ce que dans nos pays, il y ait cela, qu'il y ait des chercheurs qui commencent à collecter ces données pour caractériser. Mais je ne comprends pas. Oui, Jackie, c'est quelque chose qui est faisable et c'est dommage que ce ne soit pas fait. Parce que là, on parlait juste de la caractérisation. On a envie de savoir en Afrique qui meurt, pourquoi il meurt, quel est le profil des participants. Est-ce qu'il s'agit des personnes âgées comme en Europe? Professeur Prévost Jean-Chou, je t'écoute bien religieusement comme ton étudiant, mais comment peut-on expliquer la faiblesse des praticiens africains aujourd'hui? On ne va pas tous les jours dire que Internet ne marche pas bien. Aujourd'hui, avec les smartphones, on peut publier quelque chose. C'est facile. La technologie a évolué. On n'a plus besoin d'avoir de grands ordinateurs, de grandes connexions pour publier quelque chose. Comment se fait-il qu'en 4 mois, cela fait 4 mois que cette pandémie sévit, qu'aucun médecin sur le continent africain n'ait publié ses réflexions? On ne demande pas de recherche scientifique, au moins des analyses. Comment se fait-il? Non, c'est ça que je dis, Jackie, les publications autour des réflexions, il y en a eu quelques-uns, il y en a eu plusieurs, mais ce qui nous importe ici, c'est vraiment les publications de caractériser les patients ou les études cliniques. Donc, si je reviens sur la caractérisation des patients, on est vraiment dans quelque chose d'important qui aurait dû être fait parce que ça ne prend pas grand-chose. Il faut collecter les données. Au Cameroun, si on prend l'exemple du Cameroun, on a passé la barre de 5000 cas et ces 5000 cas pourraient être rapportés dans une belle étude en disant voici le profil des participants, quelle était la proportion d'obèses, quelle était la proportion de diabétiques, qu'est-ce qui a fait que certaines puissent décéder, est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs qu'on a pu identifier. Et cette étude-là permettrait aussi d'aider à la compréhension de comment la maladie agit dans certaines populations. Si je compare avec l'étude faite à New York et en Louisiane, on voit que c'est deux environnements différents. En New York, c'est une mégalopole, c'est une grande ville. En Louisiane, c'est aussi une grande ville, mais les populations, les ratios des populations sont un peu différents. Et quand on regarde le cas de la Louisiane, par exemple, où on voit que les Noirs ne représentent qu'environ un tiers, mais que dans le nombre de cas atteints chez les Noirs, ça représente un peu plus de 50%. Donc, on voit qu'il y a une question derrière. Est-ce qu'il s'agit d'un risque plus élevé quand on est noir? Mais les auteurs, quand ils caractérisent la cohorte de cette population, ils se rendent compte les facteurs comme l'obésité, le diabète, l'hypertension. Et quelque chose de fondamental, en faisant des analyses ajustées, c'est le recours aux soins qui est important. Parce qu'on sait que si on a une maladie pour laquelle on ne cherche pas le soin, parce que des raisons, on veut continuer à travailler, il y a des limitations socio-économiques, etc., on voit tout de suite qu'on a une plus grande morbidité, c'est-à-dire des patients qui sont plus hospitalisés, qui ont plus besoin de soins intensifs. Et ce type de travail-là pourrait être fait dans notre environnement. Il faudrait qu'il y ait des bases de données mises sur pied, il faudrait qu'il y ait un système de collecte de données avec un formulaire systématisé pour permettre de répondre à la question. La deuxième catégorie, Jackie,
c'est tout ce qui est maintenant interventionnel, puisque là, on parle d'études qui est descriptive dans cette première catégorie. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les études interventionnelles, où là, on va changer le cours de la maladie, on va essayer de changer le cours de la maladie. Que là aussi, on a manqué une belle opportunité. Il y a plusieurs essais cliniques qui sont en cours actuellement au Sénégal, à Burkina Faso, au Bénin. Mais au Cameroun, pour l'instant, on n'a pas d'essais cliniques, en tout cas pas enregistrés dans les registres d'essais cliniques connus. On sait qu'il y a un nouvel essai clinique qui est en voie de mise sur pied au Congo avec justement Jérôme Mouyangui, avec ce produit l'artémisia. Et ces essais cliniques devraient se faire parce que c'est important de pouvoir apporter des réponses non seulement propres aux populations, mais aussi apporter des réponses sur quel enjeu par rapport à tel produit, parce qu'on peut avoir un produit qui est efficace dans une population, mais pas dans une autre. Et ces cliniques-là, ça demande une collaboration des différentes structures hospitalières, des différents médecins, et ça a un coût que les gouvernements doivent pouvoir supporter parce qu'on ne va pas attendre de l'OMS qui vienne financer les essais cliniques que les États pourraient financer eux-mêmes. Bon, mais au Cameroun, il ne peut pas avoir d'expérimentation ou d'essais cliniques en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on vient de recaser l'ancien ministre de la Santé, M. André Mamafouda, qui traîne déjà beaucoup de casseroles, mais on lui a trouvé un nouveau poste plus élevé. Voilà, ils s'occupent à faire ce genre de choses. Ils ne peuvent pas s'occuper de la santé des Camerounais. Tu comprends bien? C'est ça le Cameroun. Bon. C'est important de faire la place et laisser l'accueil à des essais cliniques locaux. Il y a un projet qui a été récemment financé par l'Agence universitaire de la francophonie, mais le gouvernement doit pouvoir supporter les chercheurs locaux pour financer des projets, que ce soit sur des médicaments ou même des projets simples comme celui de la couveuse néonatale que notre cher ami a mis sur pied et que le gouvernement devrait le supporter. Que je viens de recevoir en émission Stéphane Tabeu, un enfant très ingénieux qui mériterait à être soutenu en fait. Mais bon, tu sais, dans ton pays, on passe le temps à faire des recherches sur les chauves-souris. On ne regarde pas ceux qui travaillent. Bon, Prévost Jean-Thio, la recherche en Afrique semble piétiner. On comprend bien. Ceux qui décident ne soutiennent pas la recherche. Pourtant, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Comment est-ce que le continent noir ferait pour s'en sortir en dehors de la voie normale qui est qu'un État soutienne ses chercheurs? Tu sais que ça n'arrivera pas demain. Comment est-ce que les chercheurs africains pourraient faire pour mettre le continent sur les rails malgré l'absentéisme chronique des décideurs? Donc, la première chose, c'est de se dire que les ressources humaines qui sont présentes doivent mutualiser leurs énergies pour permettre de travailler en partenariat. Et pour le coup, il y a plein de chercheurs dans le pays qui sont assez bons, qui arrivent à publier dans différents domaines. Il faut que tous ces chercheurs puissent se mettre ensemble et aussi tous les chercheurs dans la diaspora. Il y a plusieurs médecins, épidémiologistes, chercheurs, ce qu'on appelle les chercheurs fondamentaux, c'est tous ceux qui sont au laboratoire pour travailler par exemple sur l'identification du génome du virus, tous ces types de recherches sur les modèles de souris, etc. Donc, première étape, c'est de se mettre ensemble, se parler, ne pas avoir de crainte parce qu'on est dans un environnement où on a encore des médecins au Cameroun qui ont peur de parler parce que Bia va dire ceci, parce que Mamadou Malachi va le licencier ou parce que faut pas avoir peur de nous, la diaspora, parce qu'on est là pour travailler ensemble. Nous, on veut aider. Ça, c'est la première étape, se mettre ensemble. Deuxième étape, travailler pour essayer d'identifier quelles seraient les priorités de la recherche pour chaque environnement. Donc, si on prend l'exemple du Cameroun, actuellement, l'épidémie continue à augmenter. On a des journées avec plus de 100 cas, plus de 200 cas. On a mis sur pied une application qui, avec un groupe de médecins, chercheurs, ingénieurs de la diaspora, qui pourra être utilisée sur le terrain pour caractériser un peu l'identification des cas, pour permettre de mieux cibler les clusters de la maladie. Quand on parle de clusters, c'est des zones d'éclosion. Et ce type serait intéressant à mettre sur pied pour permettre de mieux
cibler les zones pour la prévention et l'isolement des cas. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est de voir les priorités. La troisième étape, c'est ensuite d'implémenter les projets de recherche d'un commun accord. Et cette implémentation passe justement par la collaboration entre les chercheurs déjà en interne, mais aussi la collaboration avec les expertises locales. On sait par exemple que pour faire un projet de recherche, il y a plusieurs choses, Jackie. Première étape, c'est l'idée du projet. Lorsqu'on a une idée du projet, la deuxième chose qu'on fait, on va dans la littérature, regarder ce qui se dit, ce qui se publie. On fait ce qu'on appelle une revue systématique de la littérature ou une méta-analyse. Ça permet de rapporter, de réunir toutes les données sur la question. Quatrième étape, on va pouvoir mettre le protocole pour qu'il puisse être évalué. Et dans ce contexte-là, il faut que les comités d'éthique soient facilitateurs. Parce que là, on est face à une pandémie. Les comités d'éthique africains ne devraient pas traîner le pas sur l'évaluation des dossiers. Il faut mettre les bouchées doubles. Il ne faut pas hésiter à recourir à des équipes extérieures, des médecins de la diaspora ou autres, si localement, ils n'ont pas des personnes neutres pour évaluer des projets, parce qu'on est là pour aider, on ne demande que ça. Et puis, quatrièmement, mettre sur pied le projet en tant que tel, ça veut dire équiper les structures de recherche clinique ou de recherche fondamentale d'outils pour que les projets se réalisent. Un essai clinique, ça prend quoi, par exemple? Ça prend des personnes sur le terrain pour recruter des participants, ça prend un système pour administrer les médicaments, donc il y a toute une chaîne de pharmacie, ça prend des systèmes pour évaluer si jamais il y a un décès, un jour en réanimation. Cet organe de surveillance qui est au-dessus de l'essai clinique qui s'appelle le DSMB. Désolé, Jackie, c'est un mot en anglais, mais Cameroon is bilingual country. It's a data. What does it mean? Because you can say Cameroon is bilingual country, but I'm in France now. I'm a French. And exactly. Even though I was living in Cameroon, I didn't speak English. What does it mean? So in English, the term is DSMB. So it means Data Safety Monitoring Board. En gros, en français, ça veut dire que c'est un groupe qui vont monitorer la sécurité de l'étude. Et ce comité aviseur est un comité à ceux qui ont créé le protocole. Et il faut que ce soit mis sur pied pour tout essai clinique parce que c'est eux qui vont dire attention, vous êtes en train d'avoir beaucoup d'essais, vous êtes en train d'avoir beaucoup d'effets secondaires, ou bien ils vont pouvoir dire attention, cet essai ne donne rien, au bout de quelques temps, ça devient futile. Et ce comité-là doit être vraiment indépendant. Et ça, on va le voir, par exemple, quand la question vaccinale va arriver sur la table, il faut qu'il y ait des DSMB qui soient vraiment vigilants. Et puis, dernièrement, c'est équiper ces structures pour permettre d'aller plus loin que l'étude. C'est la diffusion. Donc, ça, c'est la dernière étape du processus de recherche. Donc, diffuser ces articles scientifiques dans des revues qui sont pour la plupart des revues de très haut niveau. On a des revues comme le New England Journal of Medicine, la revue JAMA, la revue Lancet qui a fait beaucoup de bruit récemment. Et puis, il y a d'autres revues qui sont un peu moins cotées, mais c'est important que le comité scientifique mondial, la communauté scientifique, pardon, soit au courant des résultats parce que toute recherche, et ça j'insiste Jackie, nous-mêmes on l'a publié, toute recherche, qu'elle produise des résultats positifs ou des résultats négatifs, doivent être publiés parce qu'une étude qui montre qu'il n'y a aucun effet, on a besoin de le savoir parce que il y a peut-être des gens dans le monde qui se disent « Ah, on va peut-être utiliser », mais ça apporte des arguments pour dire non, ça ne sert à rien. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur JMTV+, et nous sommes dans la page santé de la semaine. Nous recevons le professeur Prévost Jean-Chou, qui est au CHU Sainte-Justine de Montréal, que vous connaissez désormais sur JMTV+. On pourrait dire que c'est le médecin de la maison, même si de temps en temps certains me le piquent. C'est le médecin de la maison. Vous allez me payer du doigt pour ça. Nous allons maintenant aborder, professeur Prévost Jean-Chou, la question de l'expérimentation de la chloroquine que l'OMS vient d'ordonner, hein, l'arrêt carrément. Pour toi, est-ce que ces études faites sur la chloroquine ont été assez poussées? Jackie, c'est une grande et importante question. La chloroquine
a tellement fait de bruit depuis ces dernières semaines. Hein. Tu te souviens, on avait fait une vidéo ensemble sur ce plateau qui... C'est nous qui faisons du bruit, c'est pas la chloroquine. La pauvre chloroquine ne fait rien du tout. C'est Eric Raoul, c'est les gouvernants, c'est l'OMS, c'est toi, c'est moi. La chloroquine dort tranquille dans son coin. Elle attend et elle roule. Donc, effectivement, les données actuelles de la littérature sont multiples. Donc, il y a une étude toute récente qui est parue avant-hier, donc non, cette nuit, c'était hier, qui a réuni beaucoup d'études publiées. Donc, cette étude, on appelle ça une revue systématique de la littérature. Et ça a réuni sur toutes les données de PubMed et autres bases de données, les registres d'enregistrement d'études cliniques, 23 études qui ont été publiées. Et ces 23 études sont de différents niveaux. Il y a des études qui sont de cohorte, ça veut dire qu'on suit des patients et on les observe avec la prise de médicaments. Des études qui sont un peu plus de l'ordre de randomisation où on donne un groupe le médicament, on donne un groupe autre chose. Donc, pour l'instant, la plupart de ces études montrent que le bénéfice n'est pas vraiment présent pour la chloroquine et voire il y aurait un peu plus d'effets secondaires en termes de troubles du rythme cardiaque, en termes d'arrêt cardiaque. Donc, ça veut dire que les données actuelles ne sont pas en faveur de l'utilisation massive de la chloroquine. Ça, cette étude, c'est indépendant de la grosse étude du Lancet qui a été publiée aussi il y a 2-3 jours, qui est une étude de ce qu'on appelle database, administrative database. Ça veut dire que ça repose sur des données de patients qui ont été collectés par les dossiers médicaux électroniques. Et ces dossiers médicaux électroniques ont été colligés par une compagnie qui a récupéré les données de plusieurs pays dans le monde. Ce sont des données anonymes. Ces données ont été ensuite colligées et il y a un risque important de manifestations cardiaques et d'arrêt cardiaque et de décès et qu'il n'y a pas de bénéfice pour l'administration. Donc, on peut critiquer sur le fait que peut-être il n'y a pas de données individuelles de patients sur les facteurs de risque, mais n'empêche que cette grosse étude apporte quand même des éléments. En plus, elle compare les données de plusieurs pays et ça apporte des données importantes, intéressantes à prendre en compte. Donc, c'est basé sur ces éléments que l'OMS a dit attention, méfiance, parce que s'il n'y a pas de bénéfice, en plus, il y a un risque. On est en médecine, c'est le primum non nocere. Donc, avant toute chose, ne pas nuire. Donc, la prudence est de mise. Et ces mesures de prudence-là sont éditées alors qu'il y a encore effectivement plusieurs études en cours qui sont des études prospectives. On appelle randomisées. Dans un groupe, on donne le médicament. Dans l'autre, on donne soit le placebo, soit notre médicament. Et ces études sont encore en cours dans plusieurs pays. Alors, la prudence est de mise. Est-ce que cela signifierait que ton ami, je sais que tu es fan de lui, on en avait parlé, Didier Raoul, serait dans le faux? Non, ça signifie que... Ça signifie que l'administration d'un médicament, lorsqu'on le donne, il faut savoir ce qu'on observe, ce qu'on attend. Donc, dans son cas, il a traité des patients qui étaient jeunes, qui étaient pour la plupart asymptomatiques et qui avaient pour ces patients-là une administration dans un cadre, dans les études pour patients qui ont des formes qui sont déjà importantes, avancées, et on voit que les équipements pour faire des suivis comme le monitoring cardiaque ou le suivi de l'hypocalémie, qui est un facteur associé, ne sont pas aussi accessibles dans tous les pays. Donc, le risque, et je reviens sur ce qu'on avait dit, c'est que de donner un message qui est adapté dans un contexte ne s'appliquera pas dans l'autre contexte. Donc, si à Marseille, son médicament marche, peut-être pas au Cameroun, parce qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas... donc, l'efficacité reste à démontrer.